Chers amis internautes, bonjour ou bonsoir en fonction du moment de la journée où vous nous recevez. Bienvenue sur Point Levé. À peine installé à la tête de l'État, Romuald Wadaï, président de la République du Bénin, imprime déjà sa marque à travers une série d'initiatives qui alimentent le débat public et suscitent autant d'espoir que d'interrogations. Sur le front diplomatique, le nouveau chef de l'État a engagé une impressionnante tournée sous-régionale. En moins de 3 semaines, seulement après son investiture, Romuald Wadaï a visité 8 pays de la sous-région, le Nigeria, le Niger, le Burkina Faso, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali et la Guinée-Bissau. Une intense activité diplomatique rarement observée au début d'un mandat présidentiel qui témoigne de la volonté du nouveau pouvoir de repositionner le Bénin au cœur des dynamiques régionales et de renouer un dialogue direct avec les principaux acteurs de l'espace ouest africain. Ces déplacements traduisent-ils une nouvelle doctrine diplomatique du Bénin? Préfigure-t-il une normalisation durable des relations avec le Niger, le Burkina Faso et le Mali? Quels dividendes politiques, économiques et sécuritaires le pays peut-il en attendre? Sur le plan intérieur, les premières décisions de la gouvernance Wadaï continuent également d'alimenter les discussions. Les mesures sociales annoncées lors du Conseil des ministres du 3 juin dernier, notamment en faveur de l'éducation, de la protection sociale et des couches vulnérables, sont-elles les premiers jalons d'une politique de lutte contre l'extrême pauvreté annoncée comme prioritaire? Parallèlement, la nomination des ministres conseillers, la composition du premier gouvernement, le retour du ministère de la Communication ainsi que les premières nominations administratives soulèvent de nombreuses analyses quant aux choix stratégiques opérés par le nouveau pouvoir. L'actualité a également été marquée par l'affaire Laurent Zomaï. Entre sanctions de l'autorité de régulation des marchés publics RMP, intervention de la Cour suprême et installation effective du préfet du département du Zou, cette séquence relance le débat sur la sécurité juridique des décisions publiques et sur les rapports entre les institutions de la République. Dans le même temps, la question de la décrispation politique demeure au cœur des attentes d'une partie de l'opinion. Les dossiers relatifs aux exilés et aux personnes présentées par leur soutien comme des détenus politiques constitueront-ils l'un des grands chantiers de ce nouveau septennat? Autant de questions qui seront posées ce jour à Clément Adeoti Adéchian, journaliste pendant plus de 2 décennies, analyste chroniqueur politique. Il est également ancien président de la Fédération béninoise de football. Avec lui, actualité oblige, on parlera du démarrage de la Coupe du Monde. Chers amis internautes, notez que pour la première fois de l'histoire, 10 pays africains participent à la Coupe du Monde. Un grand rendez-vous du Cuiron organisé par le Canada, le Mexique et les États-Unis qui réunit 48 pays à travers le monde. Et pour l'exercice, pour ne pas dire l'entretien du jour, je serai avec ma collègue, notamment Zakia Dlatondji. Bonjour à vous. Bonjour Kader. Clément Adeoti Adéchian, bonjour. Bonjour Kader, bonjour Zakiat. Bonjour Monsieur Clément Adeoti Adéchian, merci d'avoir accepté notre invitation. Kader, tu viens de le dire, en moins de 3 semaines, le nouveau chef d'État, le président Romuald Wadaï, a formé son gouvernement, tenu 2 conseils des ministres, pris des décisions concrètes et ceci dans différents secteurs, a visité 8 pays africains, 8 pays en seulement 19 jours de pouvoir. Alors la question, la toute première que je vous fais sur ce plateau, c'est de savoir quelle appréciation faites-vous tout simplement de ces premiers jours de la gouvernance Romuald Wadaï au Bénin? Alors, mon appréciation, ce que peut en faire tout Béninois observateur de la scène politique, elle est agréable. Vous avez remarqué par vous-même, à peine installé déjà, qu'il va au Nigeria. Évidemment, tout président du Bénin installé va d'abord toujours au Nigeria. C'est le grand voisin que nous avons de l'Est, avec qui nous partageons près de 700 km de frontières et économiquement plus de 200 millions de population. Imaginez par rapport à l'impact, par rapport à ce que cela peut apporter aux hommes d'affaires du Bénin qui travaillent et transatent avec le Nigeria. Il est normal que lorsque vous prenez le pouvoir au Bénin, vous alliez d'abord au Nigeria. Et les présidents nigérians font exactement pareil. Quand ils prennent le pouvoir, je crois bien qu'ils viennent au Bénin, de la même manière. Alors, dans cette allégeance
diplomatique de cette réciprocité géopolitique entre le Bénin et le Nigeria a montré que Roumiat Badaï a fait bien ses classes et qu'il connaît bien exactement ce que c'est que le pouvoir d'État quand on y est installé. Mais le point le plus névralgique et le plus intéressant qui nous a sidérés, nous tous d'ailleurs, c'est la visite au niveau des pays de l'AES. Justement, après, il s'est rendu au Niger et au Burkina Faso. Après, alors, au Mali. Vous savez, les crispations étaient là. Ça fait 3 ans que les frontières sont fermées avec le Niger. 3 ans que des pays, des 2 pays frères, 2 pays avec des peuples voisins, des peuples de la même famille. Quand vous parlez de Haoussa au Niger, les Djemma au Niger et au nord du Bénin, et cette fusion, cette fraternité fusionnelle qui est entre ces 2 peuples qui ont été coupés par les réalités de la politique et qui ne peut pas se visiter, ou s'ils doivent le faire, doivent pouvoir se comporter en braconnier ou plonger dans le fleuve Niger pour nager de l'autre côté pour pouvoir aller voir un parent qui soudain se retrouve aujourd'hui à attendre l'espoir que ce peuple-là du Bénin et le peuple du Niger se mettent ensemble. L'effervescence avec laquelle le président Roumiat Badaï a été accueilli quand il est arrivé au Niger, l'enthousiasme du peuple nigérien, l'accueil, déjà quand vous traversez les grandes artères, avant même d'aller à l'aéroport, évidemment, la chanson que nous avons entendue, qui a enthousiasmé plus d'un, même si cette chanson existait depuis 2 ans, même n'a jamais été présentée aussi agréablement ainsi. Alors, et surtout le sourire jusqu'au cap de Tiani, comme s'il attendait ça il y a très longtemps. Est-ce donc, par exemple, pour le président Roumiat Badaï de renouer le dialogue là où vraiment le dialogue n'était pas depuis quelques années? Alors, on a eu l'impression qu'à un moment donné, les pays de l'AES ont eu une certaine crispation par rapport au président Talon. Ils ont eu l'impression que... C'était le problème? Il n'était pas le problème, mais dans leur tête, il est le problème parce que quand il a quitté le Nigeria, ce sommet de la CEDEAO qu'on n'oubliera pas, et qu'il a dit, quand il a prononcé ouvertement que dès lors qu'il y a eu ce coup d'État au Niger, nous fermons nos frontières. Alors, les Nigériens... En cohérence avec les décisions de la CEDEAO. Absolument. Les Nigériens n'ont pas du tout apprécié cela. Mais le problème, c'est que le Nigeria, qui avait fermé sa frontière au même moment que nous, grâce au lobbying organisé par les Haoussa du Nigeria, qui ont fait un déplacement organisé que nous avons vu à l'époque pour aller rencontrer les autorités nigériennes, mais les frontières du Nigeria ont été beaucoup plus tôt ouvertes. La preuve, quand vous passez par Segbana avec les camions, à l'époque, quand tout était fermé, les camions devaient passer par Segbana pour rentrer par le Nigeria, pour faire un détour, pour retourner au Niger. Donc, on a ouvert par le Nigeria, mais on a gardé fermé par le Bénin. Alors, avec le Bénin, à un moment donné, c'est devenu un problème de personne. C'est devenu une crispation personnelle, d'abord du Niger au Bénin, ensuite emballé avec les autres pays de l'AES. La preuve, le Burkina n'a pas fermé sa frontière avec le Bénin. Non, pas du tout. C'est encore moins le Mali, mais c'est le Niger. C'est devenu un problème personnel, de personne à personne. De vouloir croire que parce que c'est le président Talon qui a voulu écouter les avis de la CEDEAO et décider de fermer la frontière avec le Niger, qui ne devrait pas faire ça, vu les intérêts qui nous unissaient, vu l'OCBN, vu le point stratégique de notre port, tout ce qu'ils utilisaient par rapport à nous, qu'on ne devrait même pas oser écouter la CEDEAO, mais on est après tout sous-régional. Et ce que le président Talon avait fait n'avait rien à voir avec le Niger, et puis personnellement, ils ont pris ça personnellement. Alors donc, ils ont souffert aussi tout ce temps de faire passer les transactions par le Burkina, traverser le nord du Togo pour aller au port de Lomé et se faire braquer par les conséquences de part et d'autre sont quand même C'était énorme, les conséquences étaient énormes d'abord pour les Nigériens qui en ont perdu énormément. Pour le Bénin aussi. Les camions sont enliés de part et d'autre à Dosso et à Malanville. Tout le monde attendait, beaucoup ont perdu des emplois. Les bonnes dames qui vendaient le long des routes, quand les camions devaient passer, ont perdu du business. Tout le monde en a eu pour son grade. Le Bénin également, par son port, a perdu beaucoup d'argent. L'espoir est rené.
Il renaît l'espoir. Le Niger a installé Avec la commission. Le Niger a mis en place oui, une commission très rapide qui a 15 jours pour déposer son rapport afin que les frontières soient ouvertes. Et je crois que ça va être fait. Et c'est là il faut vraiment féliciter le président Romuald Wardani qui a compris que ce problème-là existait déjà au sein de son conseil des ministres où il participait avec le président Talon. S'il y est allé aussi promptement, ce n'est pas parce qu'il a voulu faire autre chose que ce que le président Talon aurait pu faire. Non, il a voulu faire autre chose parce que c'est une nouvelle tête, c'est un nouveau président et ça va peu davantage mieux porter. Donc on peut dire que c'est tout sauf de la diplomatie de courtoisie. Ah oui, d'abord oui. De la courtoisie, mais après un aspect économique, vu tous les aspects. Courtoisie géopolitique, courtoisie géostratégique. Parce que, par exemple, on ne peut pas combattre le terrorisme tout seul. Il n'y a aucun moyen. Vous avez vu ce qui se passe, comment nos militaires sont décimés chaque fois au nord. Mais quand le Bénin est là tout seul et que les Nigériens ne sont pas là, les Burkinabés ne sont pas là, et que les terroristes arrivent, les djihadistes arrivent, vous voyez comment ils nous décapent, comment ils nous laminent. Donc, si diplomatiquement, géopolitiquement, géostratégiquement, on ne parle pas d'une même voix au niveau de ces trois pays pour sécuriser cette triple frontière que nous avons ensemble au niveau du PAC W Bénin, Niger, Burkina Faso et de Pandjari, mais on ne peut rien. On ne peut radicalement rien. Et nous en souffrons, nous tous, autant. Parce que quand ils fuient du Bénin, qui rentrent dans le Burkina, qui rentrent dans le Niger, ils savent très bien que les trois pays ne parlent pas de la même voix et qu'en conséquence, personne ne pourra autoriser l'autre à les pourchasser par-delà ces frontières. Alors, les djihadistes sont tranquilles. Mais là, si on s'entend et qu'on les verrouille, je crois que ça va changer les donnes. Beaucoup de choses vont changer. Donc, une solidarité transfrontalière. C'est donc l'intérêt tripartite. Ensuite, la stratégie mise en place, elle est non seulement très courtoise parce qu'il n'est pas obligé de le faire. Il peut dire, j'attends, je règle les problèmes de mon peuple d'abord, je verrai bien. Parce que quoi qu'on dise, bon, les Nigériens ou d'autres ont trouvé les moyens quand même de faire passer les marchandises et de les faire passer par le fleuve et de tomber de l'autre côté du Niger. On peut toujours continuer par à gérer les solutions à la petite semaine. Mais il faut d'abord avoir pris le courage, d'avoir pris son courage à deux mains pour dire, mais non, je dois aller régler ce problème-là parce que c'est important pour la stratégie sous-régionale. On ne peut pas continuer à vivre en vase clos. Parce qu'il n'y a pas que, quand vous observez, il n'y a pas que le Niger, le Burkina, le Togo voisin. Le Togo, à côté. J'allais en parler. Nous avons un peu plus le loin, Togo la Côte aussi. d'Ivoire aussi. Le Togo, on connaît un peu les relations. Ça fait grise mine. Autrefois, entre Patrice Talon et Fort Yassingbe. Togo, c'est Miato, quand même d'à côté. Aujourd'hui, on ne pourrait plus dire Miato facilement. Hein? Tu es béninois, tu vas à la frontière et Togo, tu veux rentrer, on te regarde méchamment. Hein? Comme si tu n'es pas venu organiser un rapt. Qu'est-ce que tu cherches? C'est l'occasion de renforcer les liens de cohabitation entre les deux pays. Je l'ai vu, il était très content d'avoir reçu le président Romuald Wardani. Je crois qu'on avait besoin de régler ces petits problèmes-là. Mais comment on en était arrivé à avoir ces problèmes à travers tous nos voisins, avec tous nos voisins? Alors, première chose, le Bénin a été fondamentalement ancré dans sa diplomatie sous-régionale. Nous sommes membres de la CEDEAO. Et nous restons membres de la CEDEAO. La CEDEAO a pris une décision, le Bénin a été ferme là-dessus. C'est avec le pays de l'AES. Première chose. Et le Togo. Première chose. Alors, une fois que la décision est respectée par le Bénin, alors le seul couloir qu'il reste pour les pays de l'AES pour continuer par respirer, par avoir le vent en poupe, c'est de négocier avec le Togo. Alors, ce qui a gêné un peu avec le Bénin, c'est la précipitation avec laquelle le Togo s'est offert immédiatement pour servir de couloir de transactions pour créer des contrats avec les Nigériens, de sorte que le port de Lomé est devenu systématiquement le port d'attache des Burkinabés et des Nigériens. Alors, et il y a eu des déclarations que vous avez suivies par là, que s'il y a moyen pour le Togo de rallier l'AES, pourquoi ne pas le faire? En fait, ils ne l'ont jamais fait. Ils n'ont jamais rallié l'AES, mais ils l'ont dit quand même pour montrer aux pays frères désormais de l'AES que nous sommes beaucoup plus avec vous qu'avec la CEDEAO. Ils ont organisé des conférences Togo-AES à Lomé, et tout ce que l'AES fait, les Togolais envoient des représentations. Alors, ils se sont détachés stratégiquement, et je crois que c'est malin de la part du président Faure, ils se sont détachés stratégiquement de la CEDEAO pour pouvoir récupérer le maximum de gains possibles de cette faiblesse en temps née de la fermeture de notre frontière par rapport aux Nigériens. Alors, je comprends bien, c'est de bonne guerre. Alors, chaque pays veut tirer son marron du feu et les Togolais en ont eu pour le compte. Mais au-delà de ça, nous avons eu des problèmes avec quelques amis qui, en temps, vivaient au Togo, mais qui ont été arrêtés ici. Vous connaissez
Rekiat Madougou, sa position en tant Avec le président Faure? Avec le président Faure, il était pratiquement membre du gouvernement togolais, mais il est en prison chez nous. Elle est en prison. Mais elle est béninoise après tout. Ne pensez pas un instant, mais elle est béninoise, mais elle est fondamentalement ancrée dans le système togolais. Alors, je ne pense pas que vous puissiez imaginer un instant que ça va faire rigoler. Il faut qu'on ait arrêté une de ces stratèges, une de ces femmes stratèges Une de ces femmes stratèges. Oui, oui. Une des femmes dans l'environnement politique togolais. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Non, je posais juste une question pour mieux comprendre. Une femme assez impliquée dans le système, aussi bien béninois que togolais, et qui jouait un rôle très important de façon stratégique aux côtés du président Faure Gnassingbé. Je n'ai pas dit sa femme, une des femmes stratèges autour du président Faure. Vous savez, derrière le pouvoir se trouvent des femmes qui réfléchissent, qui aident à réfléchir. Et il y en a toujours au Bénin. Et il y en a toujours dans l'ombre du pouvoir, qui ne sont pas tout le temps au devant de la scène politique, mais qui jouent des rôles très importants. Au moins pour dire que le pouvoir n'est pas machiste. Le pouvoir n'est pas machiste parce que derrière le pouvoir, il y a des femmes également qui ont appris à réfléchir. Et je crois quand même que c'était à notre honneur, notre sœur Rekiat jouait un rôle quand même au Togo. Et beaucoup également qui ont maillé à partir avec le Bénin facilement réussissaient à se réfugier au Togo. À se camoufler au Togo. Donc tous ces éléments n'ont forcément pas facilité. On crée une certaine fusion avec le Togo. Le Togo n'est pas content du Bénin, le Bénin n'est pas content du Togo. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut régler. Parce qu'autant on parle de voisins immédiats au nord du Bénin, mais nos parentés à plaisanterie les plus radicalement connues sont les Togolais. Les voisins immédiats, on va même dire. Cadet est Togolais, par exemple. Et qui est presque chaque seconde. S'il y a un problème entre le Togo et le Cadet aura de la peine à choisir un État. Alors, et si on revenait rapidement par rapport à cette actualité, qu'est-ce qu'on peut retenir comme message fort que le président Romuald Wardani tente d'envoyer, que ce soit au peuple béninois, que ce soit à ses ministres, à tout le monde en général par rapport à ses premiers pas? Puisque vous-même, vous l'aviez dit, il aurait pu attendre. Et pourtant, il a préféré ces premiers jours faire ce tour de 8 pays quand même. Alors, un président de la République, c'est d'abord des agendas. Alors, n'attendez pas que vous soyez président. Vous commencez par fafouiller dans vos agendas. Je commence par quoi? Donc, c'était préparé. Avant de commencer sa campagne, il a dit, si je suis élu, voici ce que je ferai. Dans ses agendas immédiats, il sait déjà, s'il est élu, qu'est-ce qu'il doit faire. Alors, il a commencé par mettre en application son agenda. C'est ça qu'on appelle l'agenda du président. Alors, dans son agenda, il ne l'a pas fait pour les beaux yeux des Béninois. Il n'a pas fait pour que les Béninois lui sourient. Il l'a fait parce qu'il y avait des problèmes brûlants de l'heure. C'est des urgences qu'en tant que président, quand tu as un agenda, tu dois pouvoir résoudre. Et derrière cela, il faut reconnaître quand même l'humilité. Il faut reconnaître l'humilité de l'homme, de dire, mais je vais aller affronter quand même ceux avec qui nous avons des problèmes. Parce que, quoi qu'on dise, je ne vais pas m'asseoir pour dire, c'est eux qui ont besoin de nous, ils viendront en premier. Encore qu'ils l'ont fait. Ils ont envoyé des délégations à l'investiture. On les a vus. Ils ont pris la parole, ils ont parlé. Ça veut dire qu'ils plaçaient déjà un espoir en lui. Et il les a bien rendus en allant les voir. Donc je crois que déjà, il faut respecter l'agenda du président qui ne s'est pas reposé et qui a visité 8 pays en 10 jours. C'est fort. J'ai envie de vous faire rire parce que j'ai lu sur les réseaux certains dire, mais attendez, le président, il est là quand même pour 7 ans. Et est-ce qu'il confond 7 ans à 7 jours? Parce que tout de suite, il commence à courir un peu partout. Ça, c'est un commentaire que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Sauf que là, ils ont tort. Parce que si le président a besoin d'avoir 7 ans apaisés, il a besoin d'abord que les 7 premiers jours préparent les 7 ans à venir. S'il rate les 7 premiers jours, on aura 7 ans de merde. On aura 7 ans de galère et de misère. Et ce qui apaise, ce qui crée l'abondance des 7 ans pour nous, c'est comment il a positionné ces 7 premiers jours. Et il est très avisé pour savoir qu'on ne s'amuse pas avec le chiffre 7. Parce qu'il est habitué. Alors, Clément Adéoté-Adéchian, vous qui présentez... Habitué du pouvoir et habitué à savoir que les 7 premiers jours pour quelqu'un, dans la vie de quelqu'un, ça signifie beaucoup de choses. Et il ne s'est pas amusé avec ça. Il ne s'est pas amusé avec ça. Vous qui présentez Romuald Wardani comme un homme nouveau, on parle aujourd'hui de la guéguerre entre la CEDEAO et l'AES. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait être l'homme qui pourrait quand même concilier les deux organisations ou rapprocher les deux organisations? L'objectif immédiat pour le président Romuald Wardani, ce n'est pas de rapprocher les organisations. C'est d'abord de sécuriser les intérêts du Bénin.
On peut être membre de la CEDEAO et ne pas avoir des problèmes avec les voisins. C'est deux choses totalement différentes. Je suis béninois, je suis membre de la CEDEAO, mais je peux rigoler avec les autres qui ne sont pas membres de la CEDEAO. Ça n'a aucun problème avec ça. Donc, c'est d'abord améliorer Est-ce que parce que je suis chrétien catholique et que mon voisin immédiat, il est musulman, que le jour de la fête, il n'est pas m'asseoir chez lui pour manger son mouton? Les rapports de bon voisinage obligent. Oui, oui, je ne suis pas musulman, mais il a son mouton de Tabaski, je tape à sa porte, je m'installe. Je prends ma part. Je prends ma part. Et le jour de Nouvel An, il tape à ma porte aussi, il s'installe, on partage de riz ensemble. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il est ou ce que je ne suis pas. Il est vaudou si je suis chrétien, je suis vaudou si il est animiste, ce n'est pas le problème. Donc nous sommes d'abord pays, entre pays d'abord. Rapport de bon voisinage. Donc la CEDEAO n'a encore rien à y voir. Maintenant, si nos bons rapports avec les membres de l'AES, si les bons rapports avec les membres de l'AES permettent que le Bénin joue un grand rôle pour rapprocher ces pays frères encore, pour les ancrer davantage, avoir une bonne relation avec la CEDEAO. Parce que l'objectif, ce n'est pas forcément qu'ils soient ensemble, qu'ils redeviennent CEDEAO. Parce que je ne veux pas défendre la thèse ou l'apologie de l'AES. On a tous des griefs à avoir à un moment donné contre la façon dont l'Afrique est traitée d'égal à égal quand on se retrouve sur la balance commerciale, la balance internationale du commerce. Quand on se retrouve sur les marchés mondiaux où parfois l'Afrique n'a pas voix au chapitre. Ils ont des revendications qui tiennent. Mais est-ce qu'ils ont utilisé la meilleure voie pour les résoudre? Ça, c'est un autre problème. Alors, donc, on a à écouter, à entendre en écoutant davantage, en suivant les membres de l'AES, que ce qu'ils disent n'est pas tout simplement farfelu. Mais ceci dit, est-ce que la position du président Romian Wadagne permet désormais que la CEDEAO nous fasse confiance pour jouer les interfaces? Pourquoi pas? On en aurait été très heureux. Parce qu'il a été reçu quand même dans de très bonnes ambiances. On ne sait pas si... Et puis, il n'a pas cherché à être ami avec l'AES. Il a cherché à régler le problème du Bénin. La preuve, quand il a fini, il est allé en Côte d'Ivoire. Il est allé en Guinée-Bissau. Il est allé au Sénégal. Ils ne sont pas membres de l'AES, ces pays. Donc, il a réglé... Il passe partout quand même, c'est quand même bien. Donc, il a réglé les problèmes d'abord du voisinage immédiat, ensuite les problèmes de l'Afrique de l'Ouest, et vous allez voir, plus tard, ça va remonter la suite, à l'Afrique centrale, à l'Afrique australe, l'Afrique du Sud. C'est un président qui doit visiter ses compères qui sont là avant lui, qui sont ses aînés, pour dire je suis là, je suis avec vous. Donc il ira au-delà de ces pays qu'on a cités encore plus loin pour toujours renforcer les liens, renforcer le Bénin. Sur le plan diplomatique, peut-être qu'on est resté un peu plus en retrait et que maintenant il faut qu'on soit plus offensif. On a fait la défense en ligne pendant longtemps. Ah bon? Oui, et surtout qu'on vise un développement. Le développement ne peut pas se faire seulement à l'interne. Il faut bien s'ouvrir vers les autres. Quand vous faites la défense en ligne, ce n'est pas forcément parce que vous ne voulez pas gagner. Vous faites la défense en ligne pour ne pas prendre du billet en premier. Mais quand vous avez l'occasion, vous faites les contre-attaques, vous mettez des buts. Bon, ça, c'est un footballeur qui nous parle. La stratégie ici, aujourd'hui, maintenant, c'est qu'on a dit, bon, au lieu de faire la défense en ligne, pourquoi ne pas garder le ballon et pourquoi ne pas faire la possession de balles? Pourquoi ne pas faire courir l'adversaire? En faisant courir l'adversaire, on le fatigue et on met plus de buts. Donc, on change de stratégie, mais on ne change pas de manière de vivre. Donc, dans cette manière de vivre, Kader, vous permettez, dans cette manière de vivre, justement, l'une des peut-être des décisions phares aussi, c'est par rapport au mieux-être de la population béninoise concernant, par exemple, les décisions en termes de mesures sociales prises. Aujourd'hui, en tout cas à partir de la rentrée prochaine, pour l'inscription des filles à l'école, pour le secondaire, c'est l'inscription gratuite pour les filles. Je crois que ça, c'est une mesure qui a commencé il y a un bon moment quand même, depuis le président Boni Yayi, il faut le reconnaître, progressivement. Je crois que c'était au primaire. Oui, c'était d'abord au primaire. Au temps du président Boni Yayi, quand le président Talon est arrivé. Pour l'enseignement public. On est allé jusqu'en troisième avec le président Talon. Et maintenant, on lui dit, on prend tout le cycle en charge pour les filles. Et déjà, avec le président Talon, ça avait commencé avec les cantines scolaires pour les enfants à l'école. Je crois qu'on avait choisi quelques écoles qui ont été ciblées. À titre d'expérimentation. Maintenant, il faut démultiplier ça sur toutes les écoles. Et arriver à généraliser. Arriver à généraliser parce que beaucoup préfèrent rester à la maison parce que l'enfant ne peut pas manger en allant à l'école. Aujourd'hui, l'enfant sait qu'il a droit à un bon repas. Il mange copieusement à midi et il peut rentrer, dormir sans rien manger. Il court pour aller à l'école le lendemain parce qu'il sait qu'il va manger. Donc, le repas devient peut-être un élément de motivation aussi pour le maintien à l'école des enfants. Dans les villages, vous n'avez pas idée que dans les villages les plus reculés,
que les gens n'ont pas de quoi manger à la maison. Vous savez, on dit le lit du pauvre fécond. C'est eux qui ont la propension à démultiplier les enfants, beaucoup plus que d'autres. Mais sauf que la portion de la nourriture, la proportion de nourriture est tellement si congrue que tous les enfants ne réussissent pas à manger correctement. Et balle de peau, il y a plus de filles même que de garçons. Parce que au moins les garçons, quand il y en a, ils les récupèrent rapidement pour dire, toi tu ne vas plus à l'école, tu vas au champ. Il faut aller travailler. Mais les filles ne pourront pas aller au champ, sont à la maison, vont marcher avec les mamans. Alors aujourd'hui maintenant, on sait qu'il y a à manger à l'école. Donc tout le monde va à l'école pour aller manger gratuitement, filles comme garçons. Et vous allez voir, sur 5 ans, sur 10 ans, le taux de scolarisation va grimper. Et le niveau de l'intelligentsia béninois, caté latin, j'ai dit connu, mais ça va flamber, on va redevenir rayonnant. Parce que c'est une politique qui va coûter énormément cher, des milliards pour le Bénin. Et donc il faut retrouver les ressources ailleurs pour pouvoir compenser cela. Mais ces milliards-là ne seront pas vains, parce que ça va aider vraiment les couches les plus défavorisées. Ça ne changera pas. Hein. Ceux qui envoient les enfants dans les privés enverront toujours les enfants dans les privés. Est-ce que ce n'est pas une façon également de sensibiliser ou de motiver les parents à faire confiance davantage à l'enseignement public? Ce n'est pas que ça. L'enseignement public, ce n'est pas que manger à l'école, ce n'est pas que se nourrir. L'enseignement public également, c'est la capacité à encadrer une salle qui est pléthorique. Parce que ce problème n'est pas encore résolu. Et ça pourrait être une conséquence de cette mesure-là aussi. J'ai enseigné au lycée Koulibaly pendant 10 ans. Alors, lorsque tu es dans une salle de classe, tu prends une terminale G2 et que vous êtes 84. Apprenant, 84 apprenants. Oui, 84. Et que tu donnes un sujet de philosophie de 4 heures. 4 heures pour 84 personnes. Et que chacun compose avec des intercalaires, 3 intercalaires. Des intercalaires volumineux, et que tu as une copie de philosophie à corriger pour 84 personnes. Et au cours de l'année, tu as devoir, examen. Épuisant pour l'enseignant aussi. Tu en as 8 heures. 2 au premier semestre, 2 au second semestre. Et qu'il faut en corriger autant. Et il y a des interrogations. C'est pas la seule terminale que vous avez aussi? Pardon? Et c'est pas la seule terminale que vous encadrez? Non, pas. Ça, c'est une seule terminale, ça. Et qu'il faut démultiplier les interrogations pour rester, garder vivifiante l'intelligence des apprenants. Et qu'il faut faire tout ça. Qu'il faut tout le temps faire des rémédiations en cours de route, des interrogations de rémédiation pour voir si ce que vous enseignez passe. Il faut chaque fois diagnostiquer, remédier. Il faut corriger, ramener les copies pour montrer que ce que vous enseignez, ça passe. Et là où ça ne passe pas, ce n'est pas la même chose que lorsque vous avez une salle de 25 personnes. Donc, humainement parlant, c'est très épuisant pour le personnel d'encadrement. Ils le savent. Donc, le travail qui reste à faire, ce n'est pas que ça. Donner à manger, oui. Mais vous voulez encadrer correctement, vous allez voir, la plupart quand dans les résultats du baccalauréat, quand on dit le premier du Bénin vient de Saint-Augustin, vient d'une école catholique de l'Okosa, c'est rare que vous trouviez que le premier du Bénin vient du CIE Saint-Rita, vient du CIE d'Antokpa. Bon, peut-être pas nommer directement quelle école, mais vient d'un collège public. Non, je suis collège public, oui, d'accord. Autant qu'ils sont. Oui. Hein? Vient du CIE Sacré, peut-être chez moi, vient du CIE Bobert. Donc, on va dire les collèges publics en général. Pourquoi? C'est les meilleurs enseignants. Les enseignants de catégorie A, bien formés, sont dans les universités, dans les collèges publics. Mais pourquoi les meilleurs ne peuvent pas provenir de là? Non pas parce que les enseignants ne sont pas mauvais, mais parce qu'ils doivent encadrer un nombre pléthorique d'élèves. Mais est-ce que ça ne va pas être une conséquence aussi de cette mesure-là? Parce que si on encourage les parents à maintenir les enfants à l'école, il y aura davantage du monde dans les salles de classe. D'où mon appel, d'où mon exhortation qui suit, à savoir que c'est bon d'encourager à aller à l'école, c'est mieux encore de recruter encore davantage plus d'enseignants, c'est mieux de construire encore plus de salles de classe et c'est mieux de savoir scinder les salles, savoir que pour un groupe pédagogique, un enseignant ne peut pas former plus de 25 ou 30. Limiter peut-être les effectifs. S'il en a 50 ans, il a déjà un problème. Alors, parlons toujours de décision prise dans le Conseil des ministres le 3 juin dernier. Il y a quand même un pan qui a fait quand même couler beaucoup d'encre et de salive, qui a réjoui plus d'un parce que c'est en phase avec les promesses du candidat lors de sa présentation de projet de société. Cela y figurait. Alors, dans le domaine de la santé, on dit une dotation de 2 milliards de francs CFA qui est constituée pour accompagner les hôpitaux publics dans la constitution de stocks d'intrants nécessaires à la mise en œuvre de la prise en charge systématique des urgences vitales.
nationale ainsi les formations sanitaires sur toute l'étendue du territoire national seront en mesure de prendre en charge de manière diligente et sans conditionnalité préalable tout patient dont le pronostic vital serait engagé. Il y a aussi également une enveloppe budgétaire de 10 milliards de francs CFA qui est allouée au programme d'accès à l'eau potable et à l'électricité de tous les centres de santé publics qui n'en disposent pas encore et l'accélération du programme de supplémentation nutritionnelle des 1000 premiers jours qui est prescrite. Oui, merci, cher Kader. Alors, ça va dans le même sens de ce qu'on dit des mesures qui ont été prises pour alléger la tâche au Bénin, qui renforcent toujours nos éléments d'appréciation, à savoir que aller à la quête des autres pour que davantage notre pays fleurisse. Parce qu'il faut bien trouver les ressources pour enchérir, renchérir et permettre à ces différents secteurs qui ont besoin d'être renforcés, qui ont besoin de beaucoup de moyens, de pouvoir prendre en charge et fonctionner par rapport à ces différentes mesures. Je ne sais pas si vous est arrivé d'aller au CNHU une fois et de tomber. Ce qui est sûr, ce n'est pas agréable du tout. Et de tomber sur des cas d'accident. Parce que quand on appelle pronostic vital engagé, ça signifie que si on ne prend pas en charge cette personne dans les 30 minutes, c'est la mort assurée. Alors, ce qui se passe quand vous arrivez au CNHU, par exemple, puisque j'ai déjà vécu ça plusieurs fois avec des amis, des parents, quand vous arrivez, personne ne vous accompagne, on vous jette dans le couloir. J'ai un ami député. Il est encore député. Si il m'entend, il va savoir que c'est de lui que je parle. Son enfant. On ne savait même pas que c'était son enfant qui a eu un accident. Et il était abandonné dans le couloir du CNHU. C'est quand il est mort qu'on a su que c'est l'enfant de tel honorable. Parce qu'il est venu sans personne, on l'a déposé là. Il s'en fiche aux urgences. Parce que si tu n'es pas là et qu'on n'est pas capable de te prescrire des ordonnances, pour que tu ailles à leur pharmacie immédiatement, de t'approvisionner, ramener, que tu ailles chercher le sang, personne ne touche à ton, presque macabé que tu as déposé dans leur couloir. Mais ça fonctionne comme ça. Ben, ils vont te répondre, mais nous on va le faire avec quel budget? Ben, l'administration de l'hôpital ne met pas à notre disposition des ressources de première nécessité pour soigner des malades, des indigents. Mais ils vont te dire que c'est comme ça. C'est peut-être quelques médecins qui ont à cœur ce qu'ils appellent le serment d'Hippocrate, qui dit, mais j'ai prêté serment pour sauver des vies, parfois ils tombent là-dessus, ils disent, mais ramenez-moi celui-là. Ils se battent comme ils peuvent, d'abord. Parce que le serment d'un médecin, c'est sauver, quels que soient les moyens. Et si vous allez dans les pays les plus développés, quand vous arrivez à l'hôpital, ça m'est déjà arrivé, je ne suis pas français, je suis arrivé en France, j'avais un problème très grave, je suis allé dans un hôpital public. Le modèle de HPH que nous a fait maintenant en chic, bien équipé, mais ils ne m'ont pas demandé, vous avez une carte vitale. On prend d'abord en charge et on m'a appris, je suis arrivé parce que mon médecin rhumato m'a déposé là, il dit le cas est extrêmement grave. Faites-moi les IRM, les analyses et tout ce que vous avez à faire. Mais ils m'ont pris en charge, m'ont installé, on fait tout. Et c'est quand je me suis retrouvé qu'ils m'ont dit, monsieur, comment vous payez? Comment vous payez? Donc on sauve d'abord la vie. Oui. La vie est sacrée. Mais ils ont déjà fait les radios, je suis déjà passé par tous les services de radiologie et tout. D'abord, on m'a déjà installé quelque part provisoirement maintenant. Au moins là, je ne pouvais plus mourir. Je retrouvais déjà un peu de joie de vivre. La douleur s'est estompée. Maintenant, monsieur, comment vous payez? Vous avez une carte vitale? Si j'avais une carte vitale, en ce moment-là, on allait me dire, bon, c'est bon, on prend ma carte, on met dans la machine. Et le soin continue. Ça continue. Le soin continue. Ah, vous n'avez pas de carte vitale, d'accord. On enregistre. Vous payez comment? Bon. Vous avez une caution à déposer, tu déposes. Et le soin continue. Le soin continue. Mais ça n'existe pas. Ce que vous dites là me ramène au palais des congrès au moment où le candidat en son temps, Romia Douadaïni, annonçait son projet de société. À l'étape là même où il a parlé justement, il dit, mais je cite de mémoire, si à partir de maintenant, si je suis élu président de la République, vous avez un problème, vous arrivez à l'hôpital, on vous soigne d'abord. Et on a senti que toute la salle était d'accord avec, parce que je suis sûre, chacun dans sa famille a dû vivre une situation comme ça. Il y avait l'approbation de la salle, ce qui montre que c'est un problème, mais vraiment réel. Ça touche tous les Béninois. Parce que même, je vous dis, l'honorable a suffisamment d'argent pour soigner son enfant.
C'est pas qu'il n'a pas d'argent. Mais sauf que dans le cas d'espèce, quand il y a un accident, avec casque sur la tête, ensanglanté, on ne sait pas c'est l'enfant de qui c'est, mais ça vient d'arriver à l'hôpital. Mais prenez soin de ça d'abord. Au moins, cette décision permet désormais, quand ça arrive, on prend soin, on nettoie, on met sous perfusion, on met sous assistance respiratoire. Ensuite, c'est l'enfant de qui? Mais qui sont ses parents? Qui sont ses parents? Comment? Est-ce qu'il y a un accompagnateur, etc. C'est tellement encombré les couloirs de CNHU à l'époque. Mais ça, c'est quand vous avez même la chance qu'on vous accepte à l'hôpital, parce qu'il y a des cas où on refuse de prendre justement à l'hôpital. Peut-être qu'il y a une coupure d'électricité, le groupe électrogène n'est pas fonctionnel. Il y a des cas réels comme ça. D'où la décision maintenant de dire qu'il faut mettre tous les hôpitaux fonctionnels en eau et en électricité. Là où il n'y a pas de groupe, il faut installer les groupes systématiquement. Parce que vous imaginez, en pleine opération délicate, il y a coupure de courant. Ça a été pensé dans le Conseil des ministres passé. Et puis le groupe ne... Donc, mesure sociale, mais vraiment très saluée. Et que la gouvernance commence par ça, par ces choses-là que nous avions eues. Bon, on a reproché que pendant 10 ans, on a construit le pays, on a construit du béton, on a construit les routes, et que les décisions étaient en faveur des routes, pas en faveur des hommes. Mais tout en oubliant que si vous passez sur les routes, c'est que vous êtes en bonne santé. Quand mais vous autre chose, s'il y a un accident, il faut bien passer par la route pour aller à l'hôpital. Évidemment. Et si la route n'est pas bien tracée. Exactement. Donc on a construit les routes, on a construit les infrastructures, on a mis le pays debout. Et quand notre pays n'est plus couché, quand vous rentrez au Bénin maintenant, vous savez que vous êtes dans un Bénin debout, réellement. Maintenant, quand le Bénin est debout, je reconnais, il faut bien que maintenant que ceux qui y passent se retrouvent en forme, en bonne santé et mangent bien. Et je crois que c'est ce qui a été enchaîné là, par le nouveau président de la République. Parlons d'actes concrets, des engagements contenus dans le projet de société, notamment dans le Conseil des ministres du 3 juin dernier. Dans le domaine de l'éducation, on a la gratuité de la scolarité dans l'enseignement secondaire général et technique public qui sera effective pour toutes les filles sur toute l'étendue du territoire national dès la rentrée 2026-2027. Il y a une enveloppe de 20 milliards de francs CFA qui est mise à disposition pour renforcer et accélérer le programme d'accès à l'eau potable et à l'électricité pour l'ensemble des établissements d'enseignement public qui en sont dépourvus. Et au niveau de l'enseignement supérieur, un comité est constitué pour statuer sur les conditions de relance et ou d'amélioration des œuvres sociales, transport, hébergement, restauration dans les universités publiques dès la rentrée académique 2026-2027. Voilà. Alors, lorsque vous apprenez tout cela et qu'on juxtapose cette décision-là aux engagements pris, notamment dans la présentation du projet de société et également lors des périodes de campagne, est-ce qu'on peut dire que le président Robert Ouaddaï est un homme politique de type nouveau, c'est-à-dire qui respecte les engagements contractés avec les populations lors de ces campagnes? Non, pas de type nouveau. Il a fait 10 ans, a fait ses classes à apprendre, à aller mobiliser les ressources, à ramener l'argent dans le pays. Et il sait dans quoi l'argent avait été injecté. Il sait exactement ce qui a été fait. Et, comme le dit les tresseurs de code, au bout de l'ancienne code, consiste la nouvelle. Il sait ce qui a été fait jusqu'au moment où il a pris le pouvoir. Et il sait sur quoi enchaîner. Alors, sur quoi enchaîner, c'est ça ce que nous avons dit. Le social essentiellement a été handicapant, a été le parent pauvre, disons. Ce n'est pas que ça n'a pas existé. Les 10 dernières années. Il y a eu beaucoup d'argent qui ont été injectés, par exemple, pour la construction des marchés. Quand vous prenez les marchés que nous avons, les marchés il n'y en a pas. d'aujourd'hui. Il n'y en a pas dans la sous-région. Quand vous prenez nos marchés que nous avons, les marchés, c'est pour qui? C'est pour les femmes. C'est pour les femmes qui vont marcher. Mais il faut avoir les ressources financières pour aller au marché. Ah oui, évidemment, mais il faut quand même être capable d'aller vendre dans un bon marché d'abord. Vous n'avez pas un bon marché, le marché était crotté, le marché était sale. Et on s'est habitué à ça, on s'est vautré à l'intérieur. Maintenant, vous savez, on avait un président de la République, qui a le goût de l'esthétique, du beau. Président Atcho. De l'élégance. Un président luxueux. Un président pas luxueux. Élégant, qui a le goût des choses. Il aime faire les choses propres. Quand il voyage, il aime que ce qu'il voit ailleurs, son pays également respire. Un temps soit un peu cela. Oui, il aime ça. On ne peut pas le lui reprocher. Il a essayé de nous ramener à un standard quand même. Donc le président Robert Ouaddaï aujourd'hui est dans la continuité. Vous croyez que c'est pour rien que beaucoup de gens de la diaspora commencent par prendre nos noms et prénoms, commencent par devenir béninois, commencent par demander nos nationalités. Non, mais est-ce que ce n'est pas une revendication aussi de leur patrimoine culturel revenu aux sources? Non, pas forcément. Pas forcément. Tous ceux qui sont béninois aujourd'hui n'étaient pas béninois, ni de père, ni de grand-père, ni de grand-mère. Il y en a qui se décrètent béninois alors? C'est plaisant pour nous. Ce sont des Africains qui se reconnaissent à travers le Bénin. À travers ce qui se fait au Bénin. Oui, c'est une diaspora qui se reconnaît à travers ce qui se fait au Bénin et que nous accueillons à bras ouverts.
Et c'est ça qui nous plaît. Mais c'est parce que le pays est propre. Si le pays était crotté, ils ne viendraient pas. Ils sont fiers de venir chez nous. Alors, il faut comprendre que ce qui se fait, ce qui s'enchaîne, comme vous l'avez si bien dit, se fait par rapport au programme qui existait et qu'il a suivi. Et il voudrait maintenant qu'on puisse continuer, pas tisser la nouvelle code au bout de l'ancienne. Donc, la dynamique de la continuité. Exactement. Telle qu'annoncée d'ailleurs tout au long les de routes la n'ont pas été période supprimées. de On va campagne continuer par faire les électorale. routes. Si on avait fait du 80-20, 80 routes, 80 infrastructures, 20 sociales, je crois qu'il a inversé la loi de Pareto. Il est passé maintenant à 20-80. 20 pour les routes, 80 pour les infrastructures, pour le social. Alors, Kader, si vous pour le permettez, on évolue très rapidement Exactement, dans cette actualité en parlant aussi des nominations parce que Justement. ça n'a pas tardé du tout juste après l'investiture, la prestation de serment. On a vu dans la nuit même le nouveau gouvernement du président Romuald Wadani avec de nouvelles entrées, beaucoup de technocrates. Quelle lecture vous faites de ce nouveau gouvernement? Alors, nous savons toujours que lorsqu'il y a eu, quand il y a investiture, quand vous prêtez serment, le soir déjà, votre gouvernement est prêt. C'est comme ça. Et il y a des anciens qui reviennent également. C'est prêt avant que vous ne veniez. Alors, première remarque, le président Wadani a 49 ans. Première chose, il s'est arrangé pour que ceux qui sont plus âgés que lui ne continuent plus à rester dans son gouvernement. Il voudrait avoir des jeunes comme lui. Autrement, confiance aux jeunes. S'il a gardé des ministres, vous allez remarquer que c'est des ministres jeunes. Les plus anciens, les dinosaures, comme on peut les qualifier, qui ont eu le temps de faire leur temps, ont été d'abord mis de côté. Mais comprenant bien que l'expérience des anciens compte toujours pour aller de l'avant, pour continuer par construire. Il les a repositionnés. Il les a repositionnés. Ils sont tous dans son arrière-garde au palais. Ils sont là. Autrement dit, quand les jeunes ont besoin de conseils, on peut aller les voir pour dire. Le secrétaire général du gouvernement et capitaine, c'est un jeune brillant, pétillant, un énac brillant, mais quand même qui est resté 10 ans avec le chef de l'État qui a été son assistant personnel. Il connaît bien la maison. Il connaît la maison. Pourtant, il a récupéré, il le fait secrétaire général du gouvernement. Et le dinosaure, le baobab, Ouenro, prend enfin sa retraite. Depuis Yahi, avec le président Talon, c'est quand même, il a voulu expérimenter les jeunes. Quand vous regardez les différents ministres, les conseillers qui sont nommés, il a voulu expérimenter les jeunes, les technocrates qu'il connaît. Et il a fait un alliage assez équilibré, asymétrique avec les techniciens dont il a besoin pour construire son projet avec lui et les partis politiques également, qui sont les fers de lance de son système. Est-ce que vous pensez que les partis politiques ont été associés dans la constitution du gouvernement? Systématiquement. Je peux vous en citer 10 ministres qui sont politiques, qui ne sont pas techniques. Vous voulez parler de Jida Sagonkan, de Sedam Medegan Falgla? Vous en trouvez au moins 10, au moins, qui viennent des partis politiques. Les partis politiques ont participé à proposer des gens pour le gouvernement. Il n'a pas agité tout le monde. Mais je suis sûr que malgré la formation du gouvernement, il y a eu quand même quelques grincements dedans, ce qui, par la suite, peut-être a justifié la nomination des ministres conseillers. Ils connaissent bien la mentalité du président Robert Wadani. Ils devraient s'attendre à ce qu'il se fasse entourer de plus de technocrates que de politiques. Mais il ne peut pas vivre sans les politiques. En conséquence, il a pris des politiques. Si le gouvernement fait combien? 34? 24. 24, oui, 24 personnes. Plus 1, avec le ministre porte-parole du gouvernement, Wilfried Nanoumou. 25. Donc s'il prend 15 et qu'il donne 10 aux partis politiques, je crois que le ratio est respectable. Il avait besoin, il fonctionne toujours avec les techniciens. Dans son ministère, c'était pareil. Et il les a ramenés encore pour davantage le soutenir. Les autres, avec leur expérience, il les garde dans son back office. Il les maintient plus au front office, il les met en back office et il travaille avec eux. Je crois que c'est le premier élément qu'il faut garder. Maintenant, pour montrer davantage qu'avec les politiques, il ne peut pas rompre les amarres. On ne gouverne pas un pays parce que d'abord, un président de la République, il est politique. Il est politique après tout. Alors, il a ramené les ministres conseillers. Quand il ramène les ministres conseillers, quand vous les regardez, ce n'est que les anciens politiciens qu'il a essayé de recaser. Pour la plupart des acteurs il les a renettoyés, les a repositionnés. Ça signifie qu'il a satisfait aux exigences des partis politiques. Ceux qui n'ont pas pu être ministres, il les a renettoyés et les repositionnés ministres. Et quand vous les regardez, pour la plupart, vous allez comprendre que c'est des contentements politiques. Mais il a trop fait. Ce matin, dans une séance, de le leur rappeler. Ne pensez pas un instant que j'ai fait des contentements juste politiques pour que vous preniez du carburant pour circuler. Si je nomme... C'est avec cahier de charge. Oui, si je nomme, c'est avec cahier de charge. C'est pour que vous puissiez apporter un résultat. Vous ne devez pas savoir, vous n'allez pas vous contredire sur le terrain pour aller vous invectiver.
Moi, je veux travailler pour que le peuple soit satisfait. Et c'est pour ça que je vous ai nommé. Il a vite fait de rappeler ça. Sinon, Donc, ils sont investis d'une mission. Peut-être même que le cahier de charges sera revu. Pourquoi on ne confonde pas? Et pour revenir encore aux politiques, pour montrer qu'il est proprement politique, la nomination, puisque vous êtes par la nomination, les préfets. Prenez les préfets aussi, évaluez les préfets, vous allez voir que acteurs politiques. Ils ne sont que des acteurs politiques. On a gardé 3 politiquement nommés par le passé. Et les 9 qui sont arrivés sont des politiques. Il n'y a pas un technicien, un ancien maire de Boycon qui est devenu préfet Rufino Damida. Préfet d'Eronis, qui est préfet chez nous là-bas dans le plateau. Oui. Donc, à Zomaï, l'homme de la cheville ouvrière qui coordonnait l'Okosa et environ pour le pouvoir. Pour le département du Zou. Qui est allé dans le département du Zou. Ainsi de suite. Est-ce une façon Maria Potrosu qui est maintenue dans le département de l'Ouémé. Exactement, oui. Gilbert de Oumalé qui est au niveau du littoral. Donc, nous avons Jacques Roland au niveau de l'Atakora et Ahmed Bello au niveau de pour la plupart, c'est que des acteurs politiques, des membres des différents partis Exactement. politiques. Est-ce une façon pour le président aussi de dire « je continue avec les partis politiques, je collabore, je construis avec eux » Les préfets d'abord, non seulement qui sont administratifs, c'est des acteurs politiques du terrain. Si vous nommez un préfet qui ne connaît rien de la politique, qui va s'installer juste comme un administratif, qui signe des décrets ou des arrêtés ou prend des noms de service, mais tout va lui retomber dessus. C'est d'abord un préfet est d'abord le meilleur agent de renseignement politique que le président de la République puisse avoir dans un département. Donc vous ne pouvez pas envoyer n'importe qui. Hein? Vous ne pouvez pas envoyer n'importe qui. N'importe qui. Donc c'est comme ça. Donc vous êtes obligé de nommer des acteurs politiques et c'est ce qui s'est passé. Alors parlons de ces nominations de préfets. Vous avez évoqué un nom tout à l'heure, Laurent Zoumaï, préfet du département du Zou. On a vu qu'avant même la constitution du gouvernement, avant même sa nomination le 3 juin en Conseil des ministres, il avait été sanctionné par l'autorité de régulation des marchés publics. Il a attaqué cette décision-là devant l'instance supérieure. In fine, après, on a vu que l'instance a tranché en sa faveur et il a été installé cette semaine. Alors, nuance, c'est un dossier que je connais très bien. Est-ce que l'instance a tranché en sa faveur? L'instance a dit que l'autorité de régulation a été autosaisie hors délai. Deux choses différentes. Vous savez, en droit, la forme prime toujours sur le fond. Le fond, il a bidouillé des documents pour pouvoir s'attribuer un marché public. Dans les auditions, c'est lui les auditions, il a reconnu qu'effectivement, il a eu accès à des documents dont il n'a pas droit parce qu'ils ont été bidouillés. Sauf que la Cour suprême dit, d'accord, n'a pas siégé, n'a pas statué sur cette appréciation de cette allégation ou sur le fond du dossier. La Cour suprême dit, est-ce que la ANP avait autorité au-delà de 7 jours à s'autosaisir? Dans leur propre test, ils ont dit c'est 7 jours. 7 jours après, est-ce que la loi dit que ça emporte nullité, ça n'emporte pas nullité? Ce n'est pas mon problème. Ce que je sais, c'est que la Cour suprême a bien raison de dire qu'au-delà de 7 jours, l'acte de l'autosaisine est nul et de nul effet. En conséquence, ça veut dire que la sanction de Azomaï tombe. Voilà ce que je peux dire sur le sujet. Première chose, la Cour n'a pas dit qu'il n'était pas fautif. Deuxième chose, la Cour dit que l'autosaisine est malencontreuse, est malvenue, parce que ça a été fait au-delà de 7 jours. Alors, ceci dit, l'homme Azomaï est un acteur politique connu. Son nom est cité depuis des années, que c'est quelqu'un, un jeune mobilisateur, un jeune qui ne sait pas ceux qui s'asseyent à la maison et qui attendent des rétributions politiques. C'est quelqu'un qui s'est bougé. Qui s'est mobilisé sur le terrain. Il est très actif et il a travaillé. Et pendant les campagnes encore, il a démontré. Le président Roumia Wadaï, il était sur le terrain. Donc il a démontré ça. Alors qu'il soit nommé, qu'il soit récompensé, je crois que spontanément, c'est normal qu'on récompense quelqu'un qui mérite, qui a du mérite parce que politiquement, il a travaillé pour l'atteinte des résultats. Maintenant, est-ce que moralement, on devrait le mettre de côté parce qu'on lui reproche une faute majeure? Au chef de l'État d'apprécier. Et peut-être tout à l'heure, quand je vais pouvoir distribuer les cartons,
Je pourrais revenir là-dessus. On va revenir sur la distribution des cartons. Et justement, parce que vous parlez de carton et que c'est en football qu'on parle de carton, il y a l'actualité footballistique qui est là avec la Coupe du Monde. Mais Zakia Datunio, si vous permettez, avant de passer au football, Clément Adé Adéchian est promoteur de médias. Il a fait quand même plusieurs décennies dans les médias. Il a fait fortune dans les médias avant de faire chemin. On fait fortune dans les médias. Vous m'informez. C'est ce que l'on a constaté apparemment. Promoteur de médias. Le retour du ministère de la Communication en charge des médias, à quoi doivent s'attendre les médias? Que vous vous souvenez que vous avez fait une émission ici et qu'il y a des acteurs qui étaient présents pour réclamer le retour du ministère de la Communication et des médias. Et puis ils ont été entendus, ce ministère est revenu. Pendant 10 ans, ça avait disparu. Je crois que c'est déjà une très bonne chose que tout le secteur le plus important, qu'on appelle quatrième pouvoir, ne puisse pas avoir son ministère. Maintenant, la question est d'avoir le ministère. La question est de savoir que celui qui a le portefeuille, qu'est-ce qu'il veut en faire avec et qui sait réellement, est-ce que celui qui a le portefeuille sait réellement quel est le contenu qu'il faut donner aujourd'hui au ministère de la Communication. Parce qu'à un moment, c'était communication, c'était les médias aussi ensemble. Exactement. Or, aujourd'hui, maintenant, qui dit média, dit numérique, dit support papier, dit télé, dit radio. Or, aujourd'hui, il y a un autre média. Il y a un ministère médias. Il y a un autre ministère qui s'occupe de nouveaux médias, qui s'occupe du numérique à part et de la digitalisation. Alors, quand vous scindez numérique, aujourd'hui, nous, on est quoi? On est médias, n'est-ce pas? Mais on est télé numérique. Alors, on appartient à quel ministère des deux? C'est ça le problème. Parce qu'il y a un ministère qui s'occupe du numérique et de la digitalisation. Oui. Et la dame qui était là est toujours là. Elle n'a pas quitté son ministère. Ça fait partie des personnes qui sont restées. Mais c'est Madame Aurélie Zoumaou qui est aujourd'hui ministre de la Communication chargée des médias. Et le volet digitalisation numérique est confiée à Maouna Aklogan, qui est ministre de la Transformation digitale. Oui, en fait, donc c'est notre ancienne ministre nationale d'intelligence artificielle. Qui à un moment, notre ancienne ministre, qui à un moment, au cours du premier mandat du président Patrice Talon, a cumulé les deux portefeuilles, et médias et numérique, avant qu'on enlève le volet média et à continuer à gérer le numérique et la digitalisation. Aujourd'hui, Alain Omoula était parti avec le département ministériel. Voilà. Donc, il lui revient le département avec c'est Alain Omoula qui a emporté ça à la préfecture. Non, après. Ok, d'accord. Maintenant, ce que nous savons, si c'est effectivement que nous, aujourd'hui, maintenant, en tant que nous sommes médias, mais nous sommes digital, nous sommes numériques. Donc, nous sommes au niveau des deux ministères, aussi bien médias, parce qu'étant organe de presse, mais médias numériques du côté du ministère du numérique et de la digitalisation. Et en tant qu'informateur, nous sommes médias, support papier. Oui, parce que ZAE reste un groupe de presse. Exactement. Alors, le problème, c'est ça. Est-ce que ceux qui ont le portefeuille, ceux qui ont le contenu, ils savent aujourd'hui réellement à quoi ça peut servir le ministère de la Communication et des médias? Qu'est-ce qu'on doit mettre à l'intérieur pour revivifier quelque chose qui a disparu depuis 5 ans? Qu'est-ce qu'on entend par ministère de la Communication aujourd'hui? Parce qu'avant, quand on parlait de communication, il y avait la poste, les télécommunications, tout ça était à l'intérieur. Aujourd'hui, la poste se meurt, il n'y a plus rien à la poste. Plus de timbres, plus personne n'achète de timbres. Les mails ont remplacé les timbres. Oui, mais les gens envoient des courriers. C'est toujours fonctionnel, seulement qu'ils diversifient aussi leurs activités. Ils restent pas dans le fonctionnement traditionnel qu'on connaît. Et diversifier il y a la poste, il y a les transports. Pour se coller à l'air du temps. Parce que le temps nous impose de diversifier. Et se mettre au goût du jour. Et vous disparaissez si vous ne le faites pas. Donc, je préfère que je dis d'abord c'est une très bonne chose que ce ministère revienne. Mais j'insiste pour dire c'est le propriétaire du portefeuille qui doit faire en sorte de créer les relations. D'abord, créer les relations avec les associations professionnelles qui existent, c'est-à-dire l'UPMB, chère ancienne présidente de l'UPMB, et le CNPA, le patronat, et toutes les autres organisations. Oui, des médias qui existent, tels que l'ODEM et tout ça. Donc, faire en sorte de tisser un lien fort pour aller au contact de ceux-là, pour savoir réellement c'est quoi les besoins et qu'est-ce qu'on doit faire pour faire revivre les médias tels que c'était avant. Pour que quand on parle de médias, on ne parle plus de clochard, de clochardisation, qu'on ne parle plus de mépris des hommes méprisés, que c'est les personnes méprisées aujourd'hui qu'on appelle médias. Donc ça dépend du propriétaire du portefeuille, comment il renettoie un peu tout ce secteur-là pour qu'aujourd'hui on soit fiers
de ne pas se cacher, qu'on soit fier de dire qu'on est journaliste et qu'on ne continue pas de se cacher, ne cherche pas à se camoufler. Vous êtes journaliste? Non, non, non. À côtoyer le mur, juste parce pas, qu'on ne veut pas se faire remarquer, se faire identifier négativement avec son titre oui, parce que c'est négatif. C'est négatif de nos ça. jours. De toutes les façons, les jours à venir nous permettront d'avoir davantage de réponses et d'appréciation. Absolument, et on l'espère bien, qu'il nous apportera de bonnes nouvelles. Alors, chers invités, nous abordons la dernière ligne droite de ce panel de discussion et d'appréciation de l'évolution de l'actualité nationale avec vos cartons. Je sais que vous tenez précieusement à ces cartons. On doit partir de la Coupe du Monde. Puisqu'on parle de Coupe du Monde, justement, c'est l'actualité du moment. Vous êtes un passionné de football. Aujourd'hui, vous avez plusieurs cartons. On va distribuer les cartons en fonction de l'actualité. Vous en avez le vert, le rouge, le jaune et le bleu. Carton vert aujourd'hui. Pour rappel, le vert, c'est très bon. Le rouge, très mauvais. Le jaune, attention. Le bleu, passable, ni bon ni mauvais. Voilà. Alors, au regard de tout ce qu'on a dit, aujourd'hui, vous décidez de choisir en premier quel carton déjà? Alors, Kader, vous avez dit, ça c'est... Le bleu, passable, ni bon ni mauvais. Oui, je commence d'abord avec le vert. Ok. Nous avons parlé pratiquement de long en large du président de la République et de ses premières actions et de l'offensive diplomatique qu'il a organisée, sa densité géopolitique à revivifier les relations avec la sous-région. Donc il mérite un carton vert. Ces actions et également l'équilibre qu'il a su respecter dans ses nominations et l'espoir qu'il a créé au niveau des couches les plus défavorisées, les hôpitaux, les écoles. Alors je le décerne. Carton vert. Carton vert pour le président de la République. Après ces quelques premiers jours à la tête de la gestion des affaires politiques au Bénin. Très bien. Carton vert pour le président Patrice Talon. Alors, quel carton? Le bleu? Le bleu. Passable? Mention passable avec le bleu. Alors, mention passable avec le bleu parce que je suis mitigé par rapport à la nomination de Azomaï. Laurent Zomaï. Laurent Zomaï. Je suis mitigé. Autant je reconnais que c'est un acteur très dynamique, autant je suis un peu... Mon franc-parler m'oblige quand même à dire que si on me reproche d'avoir falsifié des documents de marché public et que ce n'est pas notamment sur cet aspect qu'on a pu me blanchir, qu'on n'a pas pu dire que non, je n'ai pas falsifié les documents, l'autorité de régulation des marchés publics s'est trompée. ARMP s'est trompé sur le fait et n'a pas que c'est une mauvaise accusation. Clairement. Alors là, j'aurais été beaucoup plus fier. Mais quand on dit que c'est sur le délai de l'autosaisine que ça joue, que j'ai été blanchi et que on a suici à ma nomination, non, à ma prise de service, on a suici et puis quand l'adhésion est sortie, et je remercie la Cour suprême d'avoir été très prompte, vu les enjeux, vu la nomination qui attend. Je remercie la Cour suprême d'avoir fait vite. Ce n'est pas dans les habitudes de nos juridictions. Mais c'est quand même salutaire qu'on n'ait pas pu brader ou mépriser la décision de l'AMP pour installer quand même le préfet. Oui, c'est pourquoi il dit je remercie le ministère, je remercie la Cour suprême d'avoir fait vite. Pendant que la décision est sortie, que ça attend, et qu'on n'ait pas pu aller l'installer au mépris de la décision de la ANP. Mais cependant, je lui donne la note passable, parce que si on avait nommé peut-être conseiller ou quelque part où il n'est pas ordonnateur, signataire, parce que la déchéance au niveau de l'ANP, il est ordonnateur quand il est préfet. La décision de l'ANP, il est acteur de la chaîne de commandement public. Il est acteur de la chaîne de commandement public, il doit signer des décisions. Or, c'est là où il y a grief. Je ne lui donne pas ça parce que je l'aime beaucoup comme jeune acteur politique. Et j'aurais aimé que des jeunes comme ça soient promus. Mais je suis gêné parce qu'il est promu à un poste où il va signer. Il est acteur de la chaîne de commandement. Et il est au sommet même de la chaîne de commandement. Et c'est ça la seule chose qui me gêne. Donc, au nom de cette gêne, carton bleu. Je lui donne un carton bleu. Bon, merci. Parce que j'aurais aimé qu'il soit autre chose, mais pas préfet. D'accord. On passe au carton rouge. Vous pensez que carton rouge a sa place aujourd'hui? Jaune. Vous réservez le rouge pour la fin, alors. Oui, le rouge pour la fin? Très bien, le jaune. Carton jaune. Alors, carton le jaune, c'est l'avertissement. Le jaune, c'est... Attention. Attention parce que je rentre dans le football. Le jaune et le rouge, je viens dans le football. Le jaune parce que nous sommes dans la fête du football. Et quand on dit fête du football, c'est une organisation qui emballe. C'est pourquoi on parle du sport roi, ça emballe.
ça crée une certaine émulation. Tout le monde est emballé. Vous allez voir, vous les femmes qui n'aimez pas le football, on vous arrange la télécommande pendant 1 mois et demi. Donc c'est clair. Allez chercher vos telenovelas sur vos téléphones. On ne vous donne plus. Et parfois, l'entrain, l'ambiance. Ah oui, la femme a envie de t'asseoir aussi. La femme s'assoit aussi. Même s'ils doivent te demander tout le temps, c'est pourquoi carton rouge, pourquoi et lui, pourquoi il a mis un but, pourquoi on a refusé le but. À t'embêter tout le temps, mais au moins, elle est à côté. Ça entraîne, c'est entraînant, oui. C'est agréable. Alors, je donne le jaune parce que ce qui est attendu n'est pas ce qui est fait. Le jaune pour les États-Unis, parce que je sais que les terrains des États-Unis ne seront pas très remplis. Le sport n'est pas blanc-jeu. Quand vous prenez le sport football, peut-être ça vient en 5e position. Le cricket passera avant. Le baseball passera avant. Le basket passera avant. Totalement. Pour emballer les Américains. Avant que le football arrive. Ce qui n'est pas le cas quand vous allez en Angleterre. En Angleterre, le jour de Noël, il y a football. On va avec père, mère, enfants, cousines, domestiques, s'il y en a. Tout le monde s'assoit pour laisser Noël. C'est pourquoi il y a ce qu'ils appellent Boxing Day en Angleterre. Mais aux États-Unis, ce n'est pas le cas. On a déjà fait une Coupe du Monde, 94, je crois bien, aux États-Unis. Et on a vu, on a organisé la dernière Coupe du Monde des clubs aux États-Unis il y a 1 an. On a vu, les gens ne se motivent pas, les terrains sont à moitié vides. Alors, les peuples qui doivent y aller pour aller encore crier derrière leur club ont été brimés, n'ont pas eu de visa. Alors, s'ils n'ont pas eu de visa, alors je crois que je donne carton jaune aux États-Unis. Pourquoi je n'ai pas donné le rouge? Parce que chaque peuple protège ses citoyens. Les États-Unis ont le droit, Trump a le droit de protéger son peuple, au vu de leur histoire, au vu des attaques, des agressions et de tout ce qu'ils vivent. Lui protège son peuple. Alors, puisqu'il protège son peuple, il ne voudrait pas admettre n'importe qui sur son territoire. Surtout ça que explique pour l'Amérique, les Américains sont très précieux. Voilà. Pour lui, les Américains, chacun protège son peuple. Exactement. Ça explique la brimade que les Sénégalais ont subi sur le tarmac qu'on a vu violenter. L'Ouzbékistan, on a vu comment ils ont été violentés. Les Iraniens, ça se comprend, qui sont de l'autre côté de... comment on appelle la frontière là, entre le Mexique, Tijucana, ou Tijucana, comment ça s'appelle. Ils sont là-bas, ils ont marché sur le terrain des États-Unis. Vous voyez le calendrier méchant. S'ils avaient leur match au Mexique, dans une poule qui est au Mexique, ça va. Mais leur poule est aux États-Unis. Alors, c'est difficile d'aborder les sujets footballistiques avec vous. Il rentre en bus. Parce que... Comprenez mon carton jaune. Il rentre en bus pour aller jouer. Et il quitte là pour retourner encore dormir au Mexique. Très bien. Alors, donc carton jaune aux Américains parce que ça gâche la fête par rapport à ce qui se passe aux Américains. Mais la faute n'est pas à Trump parce que Trump, justement, protège son territoire. Très bien. Merci pour le carton jaune. On par passe contre, au carton rouge. Le rouge, justement, c'est à Infantino. Le président de la Fédération mondiale de football, la FIFA, Fédération internationale de football, association. Voilà. Lui, il prend le rouge direct pour plusieurs raisons. La première, lorsque vous choisissez un État pour organiser la Coupe du Monde, vous devez expliquer les règles basiques de football à cet État-là, que vous en foutez pour vos questions de sécurité. Chaque peuple accompagne avec un quota donné son équipe. C'est eux qui crient au terrain, c'est eux qui font l'ambiance. Mais lui, il a privilégié son gombo. L'argent que lui doit récupérer, ses relations privilégiées. Il était déjà à l'investiture du président Trump. Il a donné un trophée de la FIFA pour la paix. Donc lui, il veut qu'en le regardant, on puisse sourire. Mais pendant ce temps, il a détruit la fête du football. Totalement alors. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est lui. Le meilleur arbitre africain. Le meilleur arbitre africain prend son vol avec passeport rouge et arrive aux États-Unis et on le renvoie chez lui. Il a été reçu en héros quand il est retourné en Somalie. C'est notre meilleur arbitre à nous. On le renvoie. Les Canadiens ont dit si on pouvait l'abriter sur notre sol, on le prendrait. Mais les arbitres sont aux États-Unis, eux tous, parce qu'il y a un débriefing qui est fait chaque jour par rapport au match que vous avez joué. Il faut analyser, il faut débriefer, il faut faire le sport ensemble. Il ne peut pas aller autre chose que de rester aux États-Unis. Il a été viré. Alors, lorsque vous virez un arbitre international, parce qu'il ne peut pas rentrer aux États-Unis, ce n'est plus le football. Alors, pour l'ensemble de ces œuvres, de cette confusion, pour avoir empêché les Ghanéens qui ont déjà acheté de la provision, qui sont déjà préparés pour aller supporter leur équipe, aucun Ghanéen n'a eu de visa. Interdit d'accès sur le sol américain. Ce n'est pas la faute aux Américains, c'est la faute à Infantino qui a choisi d'organiser sa Coupe du Monde sur le sol américain. Il prend un rouge direct. Très bien. Et c'est dommage pour lui parce que quand on est président de l'Association internationale de football, on pense au grand nom parce que c'est le football populaire. On ne pense pas à son intérêt personnel et il a travaillé pour son intérêt personnel. Et tous ceux qui réfléchissent comme lui, je leur donne un rouge
vif. Très bien. Merci pour ces cartons distribués. Oui, Clément Adé-Outi-Adéchian. Moi, j'ai quand même une question à poser à l'ancien vice-président de la Fédération béninoise de football, Clément Adé-Outi-Adéchian. On a parlé tout à l'heure de la messe internationale de football, notamment aux États-Unis. Mais on a également au plan local la Fédération béninoise de football qui s'apprête quand même à renouveler son comité exécutif. Clément Adé-Outi-Adéchian, quelles sont vos espérances en l'après-Mathurin de Chacus? Ah oui, déjà, moi, je serai candidat. J'ai bien envie d'aller retoucher un peu les choses. Mon grand frère, mon tonton de Chacus a été très bon pendant 8 ans. Et vous l'avez remarqué par vous-même, parce que en 8 ans, nous avons eu plusieurs qualifications et les femmes ont été qualifiées pour la Coupe du Monde pour la première fois. Ça, c'est un événement majeur. C'est inédit. Donc ça signifie quoi? Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites et accompagnées avec le gouvernement à cause des championnats scolaires qui ont révélé des jeunes talents, des jeunes filles, aujourd'hui maintenant qui jouent, qui éliminent de grands pays. S'il vous plaît, mais Burkina, Côte d'Ivoire. 5-1 de cette semaine n'est pas quand même assez agréable. Non. C'est ça aussi la réalité. Non, 5-1, si je devais décerner un carton rouge pour ce 5-1, c'est à l'entraîneur. Parce que, pourquoi? Rod doit prendre un rouge, direct. Parce qu'il n'a pas compris que dans nos mentalités, quand on parle de derby, les rencontres entre le Bénin et le Togo, c'est une histoire entre nous. Et qu'on ne fait pas match amical quand on parle de derby. C'est la meilleure équipe qu'on met. Parce que justement, entre nous et les Miatao, c'est des injures qui vont s'enchaîner jusqu'à une prochaine victoire du Bénin. Et quand nous allons les gagner 5-1. On en voit déjà sur les réseaux sociaux beaucoup de sketchs. Le 5-1, c'est beaucoup. Lui, il n'est pas béninois. Donc, il n'a pas fait cette lecture-là, en fait, de l'enjeu. C'est une lecture. Il y a parfois le football est géopolitique. Vous avez vu les Ivoiriens, un match amical que les Français ont boycotté, mais ils ont gagné les Français 2-1. Ils ont déjà sorti une chanson. Ils dansaient déjà. Ils ont déjà pris les Ivoiriens sont forts. Ils ont déjà pris le coq français qu'ils ont déplumé, qu'ils ont passé sur le grill. Passé à la braise. Rapidement déchiqueté en michoui. C'est bien fait. C'est comme ça, il y a le football parfois à ces enjeux, à ces réalités que les entraîneurs doivent apprendre à lire. Ron n'a pas lu ce schéma-là et il est allé nous humilier. Et ça, c'est mauvais. C'est un mauvais entraîneur qui fait ça. Une mauvaise lecture il prend encore rouge. Non, pour ça. Je crois qu'il apprendra. De nous avoir humiliés. Il faut qu'il se renseigne quand on a des matchs de proximité comme ça. On ne s'amuse pas en match amical quand on veut jouer contre le Togo. Hein? Alors, vous avez des ambitions pour la Fédération béninoise de football? C'est pour peut-être que nous avons. C'est pour nous. Parce qu'on aimerait quand même apprendre. Sinon, j'allais dire peut-être qu'on a affaire au prochain président de la Fédération béninoise. Non, c'est pour rigoler. Mais sauf que s'il y a possibilité que j'ai un rôle à jouer, je le ferai. Parce que j'aime le football, j'aime le sport en général. Parfois, tout n'est pas toujours bien autour du président des Chacus. Il a de la bonne volonté, il a fait beaucoup de choses, mais parfois, on a autour de lui parfois des personnes qui ne sont pas très bien avisées, qui ne s'y connaissent pas grand-chose, mais ils sont là parce qu'il faut être là, ils sont là parce qu'ils veulent courir derrière les intérêts, et il y a voyage, il faut qu'on aille avec lui, il faut nous positionner. Et ils ont déjà commencé par se tirer entre les pattes. La gestion du pouvoir aussi, c'est l'après, comment vous le voyez déjà? Non, moi d'abord, je pense qu'il y a un nouveau pouvoir qui est arrivé, et un nouveau pouvoir doit s'intéresser aux enjeux populaires, aux enjeux populistes, aux enjeux qui drainent le monde, qui apportent des valeurs ajoutées, qui apportent la dividende dans un pays. Et je crois que le football en fait partie. Et ça m'étonnerait que le président Romain Wardani puisse laisser pour le mois d'août prochain la fédération organiser un jeu de passe-passe ou passe en retrait de Chacus à un petit copain qui prend pour le remplacer. Non, jamais. Ça ne se passera pas comme ça. Donc, la politique jouera pleinement dans tous les pays du monde. Le renouvellement des instances dirigeantes. Évidemment, ce n'est pas la politique qu'Anjorin avait été mise de côté. Il a fallu qu'il intervienne de la politique pour lui dire va te reposer. Il est temps que tu passes le pouvoir à quelqu'un d'autre. Et il a fait bon cœur contre mauvaise fortune. Donc je crois que le président de Chacus aussi, même s'il a envie de faire passe en retrait, peu importe à qui il a confiance, le pouvoir va proprement jouer son rôle. Peut-être s'imposer. Le pouvoir va regarder de quoi il s'agit. Mais regarder de façon très active, pas passive. Non, mais regardez sérieusement pour savoir, parce que ça engage le pays. Parce que, regardez, depuis que le pouvoir est là, et le président Talon est là, les clubs de première division ont l'habitude de prendre près de 80 millions par an. J'ai joué le championnat pendant 10 ans.
je suis le seul club Esaü FC à être qualifié en phase de poule pour la Coupe d'Afrique en Afrique. Aucun club béninois ne l'a encore fait. N'est encore allé en phase de poule. Malgré tous les milliards qui dépensent. Esaü, nous sommes le seul à l'avoir fait. Esaü FC a un palmarès à la CAF. Donc, je m'y connais, je sais de quoi je parle. Mais c'est pour dire quand même que si l'organisation est mal fichue, pour ce que ça draine comme enjeu, mais tout est mal barré partout. Donc on ne peut pas laisser faire, on ne peut pas laisser que ça continue comme ça, que n'importe quel kidam vienne se positionner pour dire je vais être président de la fédération. D'abord la représentativité. Qu'est-ce que tu vaux debout? Qu'est-ce que tu représentes? Donc il y a quand même plusieurs aspects. Sur le plan international, quand tu vas à une réunion, tu parles combien de langues? Deuxièmement, quel est ton compte en banque? Quand on a besoin de débloquer d'abord de l'argent immédiatement pour aller jouer, qu'est-ce que tu pèses? Le président de Jacques, lui, c'était ça. Il avait ça. Il est capable de signer un chèque de 500 millions d'abord pour engager... Pour régler les urgences et après... avant que les subventions de l'État n'arrivent, de la FIFA n'arrivent. Mais qui veut prendre? Il pèse quoi? Si c'est sur les petites ressources que la FIFA nous envoie, que lui veut compter pour aller s'asseoir à la fédération, mais non, ça ne marchera pas comme ça. L'État doit compter d'abord sur ses propres ressources au niveau national. Il faut avoir une relation. Il faut maîtriser d'abord les intérêts, les enjeux géopolitiques au niveau de la FIFA et de la CAF. Ça compte beaucoup. À un moment donné, si vous ne connaissez personne, vous êtes parent pauvre à la CAF et la FIFA, vous allez toujours tomber sur les mauvais tirages, vous serez toujours éliminé. Alors, on entend quand même certains noms dans les coulisses. Bien sûr qu'on entend les noms. Lionel Talon, par exemple, bon, sur plusieurs années, il a montré également je n'aurais pas son amour pour le football. craché sur Lionel Talon parce qu'on a vu ce qu'il a fait avec Auton. Par exemple, depuis qu'il est là, et je sais qu'il a les possibilités là de l'ambition. Regardez comment il organise Willovea. Donc, les grands ça veut dire qu'il a la tête sur les épaules. Et il peut nous challenger sur ce terrain-là. Je suis d'accord. Si c'est quelqu'un comme lui, mais il n'est pas seul. Il faut qu'on voit tout. Oui, il a d'autres challenges. Il faut que le pouvoir s'intéresse à ça et que ceux qui doivent l'affronter soient comme lui, soient capables d'avoir au moins un portefeuille assez vaste, soient capables d'être représentatifs sur le plan international et que cela soit bien entouré. Parce que le président seul ne fait pas tout. Il faut qu'il ait toute une équipe une très bonne administration. Malgré toute la bonne foi et la bonne volonté d'un président, s'il se retrouve seul, ce n'est pas évident. Et je sais que vous êtes un passionné. Parce que pour le mandat du président Deschacus, laissez-moi revenir en arrière et je lui donne un verre pour son mandat, de Deschacus. Très bien. Merci beaucoup. Vous allez poser gentiment votre carton vert. C'est fait déjà. Parce que nous sommes vraiment à la fin de cet entretien. C'est un exercice assez habituel qu'on va faire maintenant avec Point Levé. Donc, vendredi prochain, on aura encore l'occasion de revenir sur un certain nombre de sujets. Absolument. Ça va être difficile de décrypter, mais vraiment de long en large aujourd'hui sur ce plateau. Nous sommes à la fin, comme j'ai dit, mais en 5 secondes, votre dernier mot. Mais vraiment 5 secondes. Je vous remercie infiniment et je remercie nos internautes qui nous font confiance tous les jours. Merci. Merci d'être venu sur ce plateau. Kader, merci également pour ce moment d'échange. On reviendra concrètement une date, 24 mai 2026. Un homme prête serment, Romuald Ouaddahi prête serment à la tête du Bénin. Moins de 3 semaines après des décisions, des actes, 8 pays visités. Les filles iront à l'école gratuitement. Les urgences seront prises en charge, les paysans seront primés, les voisins ont été rencontrés, même les voisins les plus difficiles. Les premières semaines disent ce qu'un président veut, les années suivantes, eh bien, diront ce qu'il peut. On garde les yeux ouverts, on appréciera et à vendredi prochain. Merci à vous, Zakiat Latouji. Merci, Clément Adéoté Adéchian, chers amis internautes. Belle suite de programme sur Esaü TV.